Chers étudiants, bonjour et bienvenue à votre module intitulé Théorie, Introduction aux théories de l'information et de la communication, module programmé en semestre 5. À la fin de ce module, l'étudiant sera capable de présenter et discuter l'ensemble des théories fondamentales qui constituent le champ à la fois disciplinaire et interdisciplinaire des sciences de l'information et de la communication, définir les composantes de la communication, saisir l'importance de la communication dans différents contextes. Les théories d'information et de communication sont aussi anciennes que la réflexion sur la connaissance, sur le savoir et sur les conditions de leur transmission. Comment les choses se transmettent-elles, s'enseignent-elles et se communiquent-elles? Peut-on transmettre une information sans communiquer? Peut-on communiquer autre chose qu'une information? Voilà des questions aussi vieilles que la mise en relation de valeurs communes entre les individus et les sociétés. Mais avant d'entamer notre voyage dans les théories de l'information et de la communication, qu'est-ce qu'une théorie et qu'est-ce que la communication? La théorie est une manière de voir le monde, une croyance en un domaine. À travers une théorie, nous allons de la généralité pour aller vers le concret. De l'autre côté, nous allons voir qu'est-ce que la communication et quelles sont les composantes de la communication ainsi que les enjeux de celle-ci avant d'aller voir les différentes théories d'information et de communication. Donc pour commencer, l'origine du mot communication vient du mot latin communicar qui veut dire partager quelque chose, mettre en commun. De ce fait, la communication est un phénomène inhérent à la relation que les êtres vivants entretiennent lorsqu'ils se rencontrent en groupe. Communiquer, c'est le fait d'établir une relation avec quelqu'un. Donc, établir une relation, c'est prendre en considération l'autre. La communication considère donc, ou plutôt consiste donc à comprendre l'autre, ce qu'il est, comment il pense, quelles sont ses croyances, afin d'adopter ou plutôt d'adapter son message de manière à ce qu'il soit accepté. Donc là, nous remarquons que dans la communication, il y a un effort d'adaptation du message par rapport à l'autre parce que tout cela se passe dans une relation. Il convient de préciser qu'il y a une différence entre l'information et la communication. Pour ce qui est de l'information, elle vient du mot latin informar, c'est mettre en forme. C'est un concept qui désigne un message, son contenu et les symboles utiles pour l'écrire. Informer, c'est produire et diffuser un message. Aucune importance n'est donnée à la relation ou au récepteur ou à sa réaction vis-à-vis du message. Donc pour faire simple, l'information, elle est à sens unique, elle est unilatérale et donc elle ne nécessite pas la compréhension ou plutôt la vérification de la compréhension de l'autre. Donc on va retenir que l'information, elle est à sens unique. Par contre, la définition de la communication, elle est un peu différente dans le sens où on va lancer l'information et on va aussi s'attarder sur la réception de l'information. Donc si l'information elle est à sens unique, la communication elle est à double sens. La communication humaine comporte l'émission et la réception de messages. Donc le double sens, c'est l'émission et la réception de messages. On communique lorsqu'on lance des messages, que ce soit en parlant, en écrivant ou en souriant ou en faisant des gestes. Donc là, pour faire attention, parce qu'on a tendance à croire que communiquer, c'est uniquement à l'oral. Non, on communique lorsqu'on lance un message oral, mais aussi lorsqu'on lance un message écrit, et puis lorsqu'on sourit ou lorsqu'on fait preuve de silence ou lorsqu'on fait des gestes, là, on communique aussi des informations. La communication est plus qu'un simple échange d'informations entre un émetteur et un récepteur, c'est un processus de partage de sens par l'interprétation réciproque de signes. Donc là, on va souligner le mot réciproque parce que l'interprétation, elle est dans les deux sens, du côté de l'émission et du côté de la réception. Nous allons nous attarder un peu plus sur le mot ou sur le concept de la communication en allant voir les composantes, en étudiant les composantes de celle-ci. Donc à l'origine de toute communication, il y a un émetteur
qui produit un certain nombre de mots ou de signes constituant le message à transmettre. Donc, il va encoder. Et de l'autre côté, il y a le récepteur qui reçoit le message. Donc, rappelez-vous le message qu'on a lancé en parlant, en écrivant ou en souriant. Le récepteur, il va aussi le recevoir en écoutant, en lisant ou en regardant le message d'autrui. Donc là, le récepteur, il va décoder le message. Le message aussi, c'est une composante clé dans la communication. C'est l'information à transmettre. En plus de ces trois composantes, l'émetteur, le récepteur et le message, il y a aussi une quatrième composante qui est le canal. Alors, le canal, c'est le moyen utilisé pour transmettre le message. Par exemple, si j'envoie un message oral, c'est grâce à ma voix que le récepteur reçoit le message. Donc la voix, c'est le canal. Si j'envoie une lettre écrite, le canal ici, ça va être une lettre, c'est le support. Si je reçois un SMS sur mon téléphone portable, le canal, ça sera l'écran de mon téléphone et ainsi de suite. Donc le canal, c'est l'outil qui me permet de recevoir le message. Nous avons également le code. C'est-à-dire que le message que je vais transmettre a besoin d'être codifié. C'est l'ensemble de signes utilisés pour transmettre un message sous une forme transmissible et compréhensible. Généralement, le code, c'est la langue utilisée. Donc, quand je parle, j'envoie un message en langue française, le code, c'est le français. Le code peut aussi être d'autres langues. Donc là, c'est les différents signes utilisés pour que le message soit transmissible et recevable. Ces éléments-là, que ce soit l'émetteur, le récepteur, le message, le code et le canal, ont lieu au sein d'un contexte. Donc le contexte, il exerce une forte influence sur ce que l'on va dire, ainsi que sur la forme avec laquelle on va le dire. Donc le contexte, la communication se produit toujours à l'intérieur d'un cadre ou d'un environnement spécifique, c'est ce qu'on appelle le contexte. Il existe différents contextes. Nous pouvons citer le contexte physique, c'est-à-dire c'est le lieu où se déroule la communication. Nous pouvons avoir une communication qui se déroule au sein d'une classe de cours et les étudiants vont prendre en considération ce contexte physique. Peut-être qu'ils ne vont pas parler à haute voix, peut-être qu'ils vont utiliser la langue d'études, peut-être qu'ils ne vont pas être dans l'informel, mais qu'ils vont respecter les codes qui sont dictés par le lieu physique où ils se trouvent, c'est-à-dire la classe. On peut prendre le même groupe d'étudiants qui vont se rencontrer à l'extérieur de la faculté, peut-être dans un café, et donc là, qu'est-ce qui a changé? C'est le lieu physique, et la communication va aussi être influencés par ce changement parce que les étudiants peuvent parler à haute voix, peuvent se raconter des blagues, peuvent être décontractés parce que c'est le lieu qui le dicte. On peut aussi prendre l'exemple de la bibliothèque où on sait qu'on ne doit pas parler à haute voix, on ne doit pas faire de bruit, contrairement à d'autres lieux. Donc là, ce qui va influencer cette communication, c'est le lieu physique. C'est le contexte physique. Le deuxième contexte, c'est le contexte culturel. Ce sont l'ensemble des règles sur lesquelles se fonde un groupe de gens pour décider de ce qui est bien ou de ce qui est mal. Donc là, choisir parfois des sujets de conversation est inhérent à notre propre culture. Il y a des sujets tabous que l'on ne discute pas, par exemple. Il y a certains mots que l'on ne va pas utiliser ou d'autres qui vont beaucoup plus être utilisés. Qu'est-ce qui influence ce choix-là? C'est le contexte culturel. Nous pouvons également parler ici de cadre de référence qui est propre à la fois à l'émetteur qu'au récepteur. Le cadre de référence, donc nous allons y revenir par la suite parmi les composantes. Donc restons maintenant dans les différents contextes. Nous avons dit qu'il y a le contexte physique, le contexte culturel, ensuite le contexte socio-psychologique. Ici, c'est la relation hiérarchique entre les intervenants dans une communication. Prenons encore d'autres exemples. Une communication entre
un directeur et un employé. L'employé, il va forcément vouvoyer le directeur, il va lui parler avec respect, il ne va pas aborder par exemple sa vie personnelle avec lui, donc il va y avoir des règles à respecter. Ces règles-là, elles sont dictées par le statut professionnel ou par le contexte socio-psychologique de ces deux intervenants. Donc le contexte socio-psychologique nous dicte également le caractère formel ou informel de la situation. Quand on parle d'une situation formelle, rapport entre directeur et employé, il y a des règles à respecter. Employé, on est dans l'informel. On ne peut pas se conformer à des règles strictes, on peut tutoyer, on peut s'amuser, être plus ouvert avec un employé du même grade comparé à un directeur ou un supérieur hiérarchique. Nous avons le contexte socio-psychologique, ce n'est pas uniquement dans le cadre du travail, mais on trouve également ces relations de hiérarchie au sein des familles. Par exemple, entre le père et le fils, le père et ses enfants, il y a quand même un certain respect de certaines règles et de normes, notamment dans le choix des sujets à discuter. Donc là, c'est le contexte socio-psychologique qui va avoir une influence sur ce qu'on va dire et la manière avec laquelle on va le dire. Dernier contexte, c'est le contexte temporel. C'est la place du message dans une séquence d'événements. Donc quand on parle de séquence d'événements, ça veut dire qu'il y a plusieurs événements et que le message va être placé avant ou après l'événement X ou Y. Par exemple, si on prend comme exemple un événement joyeux, comme par exemple l'annonce de la réussite au baccalauréat ou l'annonce de la réussite à l'accès à un master. Donc là, c'est un événement qui est joyeux et ce qu'on va dire juste après l'annonce de cet événement-là doit prendre en considération le caractère festif, c'est-à-dire je ne peux pas venir et annoncer un événement triste ou plutôt raconter des problèmes. Au contraire, il faut féliciter la personne pour cet heureux événement et discuter dans un contexte jovial et heureux. Le contraire, si l'événement était triste, par exemple, on annonce le décès d'une personne, automatiquement les messages qui vont venir après vont prendre en considération le caractère triste de cet événement. Donc là, c'est juste pour expliquer que ce qu'on va dire dépend de ce qui a été dit avant notre communication. Donc là, c'est la place dans une séquence d'événements. Une autre composante qu'on va rajouter aux éléments constituants de la communication, c'est le cadre de référence. Le cadre de référence est constitué de la culture, de l'éducation, de la personnalité, des croyances, des valeurs, de l'expérience, de la classe sociale, de l'âge, des loisirs et puis d'autres éléments qui varient, qui changent d'une personne à une autre. Chacun de nous possède un cadre de référence, une représentation du monde qui est différente des uns et des autres, et c'est ce qui explique une différence, plutôt c'est ce qui explique nos différences et nos divergences. Donc là, c'est important de comprendre que dans un contexte, que dans la communication, nous sommes des êtres humains, donc l'émetteur, le récepteur, ce sont des êtres humains qui ont une charge culturelle, qui ont un cadre de référence. Et ce cadre de référence fait que nous avons une représentation du monde tout à fait différente les uns des autres. Et c'est tout à fait normal d'avoir des idées différentes, d'avoir des divergences. Et le fait que l'on soit dans une situation de communication nous pousse à être dans la relation, à chercher à comprendre l'autre. Donc, nous n'allons pas juger et puis s'opposer à l'autre parce qu'il est différent, mais plutôt comprendre que dans une situation de communication, chacun a ses propres croyances et a ses propres valeurs qui vont avoir une influence sur notre manière de voir le monde. Et donc là, avoir cette perception qui est ouverte va nous pousser à avoir des relations humaines un peu plus fructueuses.
On rajoute une autre composante, c'est celle du feedback ou de la rétroaction. Étant donné que nous sommes dans une communication, nous avons dit qu'il y a un échange, qu'il y a une construction d'une relation. Donc on va lancer une information et on va en recevoir une autre. C'est ce qu'on appelle le feedback ou la rétroaction. C'est la réponse en retour du récepteur vers l'émetteur. Et donc là, le récepteur, quand il répond, il devient à son tour émetteur et le récepteur devient, plutôt l'émetteur devient récepteur. On va inverser les rôles. La communication prend différentes formes. On peut parler d'une communication verbale et d'une communication non verbale. La communication verbale, c'est celle qui utilise un code verbal qui peut être utilisé à l'écrit ou à l'oral. Donc quand on parle de code verbal, c'est-à-dire on utilise une langue pour véhiculer un message et ça peut être à l'écrit comme ça peut être à l'oral. En plus du code verbal ou de la communication verbale, il y a aussi la communication non verbale. Il s'agit de communiquer sans parler à travers d'autres éléments. Ces éléments, c'est d'abord l'apparence. On peut communiquer grâce à l'apparence. C'est en général, on va dire, l'allure de la personne qui est donnée par ses vêtements, ses accessoires et aussi sa coiffure. Ce sont des éléments visibles à l'œil nu. Parfois, on regarde l'allure de la personne avant même qu'elle nous parle et cette allure-là, cette apparence-là nous transmet des informations, nous communique des informations et donc là, c'est un moyen de communication non verbale. En plus de cela, il y a aussi des gestes. L'individu, quand il parle, gesticule beaucoup, fait des gestes qui lui sont propres, que seul lui comprend, mais il y a aussi, c'est des gestes qui sont révélateurs. Il y a des gestes fermés qui peuvent avoir comme interprétation que la personne elle est timide, qu'elle n'est pas à l'aise dans cette situation. Il y a des gestes ouverts, c'est-à-dire que la personne n'hésite pas à se déplacer, même à déplacer ses mains, enfin à bouger plutôt ses mains et puis à se déplacer dans l'espace. Donc ça montre une certaine confiance en soi. Donc là aussi, les gestes, ils nous donnent une certaine compréhension de la personnalité de notre interlocuteur. Et puis, en plus des gestes propres à chaque personne, il y a des gestes que tout le monde comprend, des gestes qui sont devenus des signes conventionnels. Par exemple, dire au revoir un signe, au revoir avec la main. Donc là, c'est, si vous voulez, c'est un signe universel. Dire non ou autre. Donc là, ce sont des gestes qui sont devenus conventionnels, universels, que tout le monde comprend. Et là, on va plutôt les appeler des signes et non pas des gestes. Nous avons également dans la communication non verbale la mimique. C'est toute la partie du visage, c'est-à-dire que le visage peut exprimer des sentiments comme la joie, la tristesse, la peur, l'étonnement, le dégoût. Tous ces éléments-là peuvent être exprimés uniquement grâce aux mimiques du visage et généralement ce sont des mimiques que l'on ne contrôle pas, qui peuvent nous trahir. Parfois, on ne veut pas montrer qu'on est triste, mais le visage le montre. Et puis, nous avons également, dans le non-verbal, la proxémique. La proxémique, c'est la distance que les interlocuteurs ont les uns par rapport aux autres, c'est-à-dire quand vous voyez deux personnes qui se parlent et qui sont trop proches, on en déduit que ce sont des gens qui se connaissent et qui sont dans une relation intime. Quand on voit que les gens ils sont un peu en distance les uns des autres, on en déduit qu'ils se connaissent peu ou que la nature de leur relation n'est pas vraiment intime. Et donc de là, il y a plusieurs zones. On parle de zones intimes, de zones personnelles, de zones sociales et puis de zones enfin de zones publiques. En plus, ces éléments-là, ce qui convient de retenir, c'est que en plus de la communication verbale, il y a toujours une communication non verbale, c'est-à-dire l'un ne va pas sans l'autre. Et pour que la communication soit réussie, il faut qu'il y ait une concordance entre le message verbal et le message non verbal. C'est-à-dire, je ne peux pas dire que je suis motivée, mais que mon visage montre le contraire. Que je suis une personne dynamique, mais en même temps que ma posture montre le contraire. Donc, il faut qu'il y ait une concordance entre le message verbal et le message non verbal pour qu'une
qu'une communication soit réussie. Nous pouvons également faire d'autres distinctions. Nous avons vu la distinction communication verbale et non verbale, mais on peut en voir d'autres, comme par exemple communication interne et externe, en parlant dans le cas d'une organisation ou d'une entreprise. Nous pouvons également parler de communication intrapersonnelle, communication interpersonnelle entre deux personnes, communication en petits groupes ou communication de masse, c'est-à-dire avec un large public. Nous pouvons avoir aussi une autre distinction, communication homme-machine, comme face à un ordinateur. Il y a différentes distinctions des types de communication. Et puis, à chaque fois quand on communique, nous le faisons pour atteindre des objectifs bien précis. Ce sont les enjeux de la communication. Nous ne communiquons pas dans le vide. Nous communiquons afin d'informer, de s'informer, de connaître ou de se faire connaître, d'expliquer ou de s'expliquer, et puis de comprendre ou se faire comprendre, comme l'explique Edgar Morin. Nous allons voir différents enjeux de la communication. Selon Alex Muccelli, il y en a 5, donc il y a 5 enjeux. Les enjeux informatifs. La communication est un acte d'information, c'est-à-dire que là, nous allons communiquer pour informer, pour diffuser une information. Donc, elle est, on va dire, c'est plus qu'un simple échange d'informations, c'est une communication qui vise donc à informer et s'informer. Le deuxième enjeu, c'est l'enjeu de positionnement d'identité. Dans chaque communication, donc la communication est un acte de positionnement personnel. C'est-à-dire que chaque acteur dans une situation de communication interprète un rôle qu'il cherche à faire reconnaître. Donc communiquer, c'est en partie se positionner par rapport à autrui en proposant des éléments de sa propre identité. C'est-à-dire que dans un groupe, on cherche à avoir une certaine position. Et cette position-là, nous la faisons au fur et à mesure des interactions et des communications. Nous voulons nous positionner notre identité. Troisième enjeu, c'est l'enjeu d'influence. Donc là, on va communiquer pour mobiliser les autres, pour mobiliser autrui, pour les faire réagir. On va dire que dans l'acte de communication, il y a une tentative d'influence de l'autre. Communiquer, c'est s'efforcer à mobiliser autrui par divers processus d'influence. Donc on va essayer d'argumenter, de défendre notre point de vue. On voudrait influencer dans le sens de la mobilisation des autres. Quatrième enjeu, ce sont les enjeux relationnels. C'est-à-dire que la communication, c'est un acte de concrétisation de la relation humaine. La communication, c'est le mécanisme par lequel les relations humaines existent et se développent. Donc communiquer, c'est en partie établir et spécifier la relation avec notre semblable. Grâce à la communication, nous arrivons à tisser des liens et des relations avec autrui. Dernier enjeu, l'enjeu ou les enjeux informatifs, plutôt les enjeux normatifs. La communication est un acte d'élaboration de normes relationnelles. La communication ne peut pas exister dans le cas ou dans l'anarchie. Il faut qu'il y ait des normes, des règles à respecter et c'est grâce à la communication que nous allons instaurer ces normes-là. On ne peut pas communiquer sans être dans un système de règles, mais s'il y a référence à des règles de l'échange, par exemple les rituels de salutation ou de séparation, il y a aussi construction et élaboration en commun de règles. Donc communiquer, c'est en partie contribuer à la mise au point de règles d'échange collectif, c'est-à-dire qu'il y a un minimum de règles à respecter. Généralement, dans la communication, quand il y a une personne qui parle, l'autre, elle écoute, elle attend à ce qu'elle termine pour argumenter, pour s'opposer à ce que l'autre personne a dit, mais la règle veut que l'on attende que la personne s'exprime. La règle veut aussi que lorsqu'on a terminé et que l'on veut partir, de saluer les gens et de dire que nous avons terminé, au revoir, et les formules
de salutation, mais aussi les formules pour prendre congé. Donc là, ce sont des exemples de règles, mais il y en a d'autres. Donc la communication, elle doit exister dans un contexte normé par des règles à respecter. Nous allons par la suite voir les principes de la communication dans une autre capsule. Donc là, nous avons vu à titre introductif qu'est-ce que la communication, qu'est-ce que l'information, quelles sont les composantes de la communication et les enjeux dans toute communication, dans toute relation d'interaction.